C'est l'heure de la nouvelle multicritique, et oui, bonjour à tous, c'est Narojin, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveaux projets cinéma et séries que j'ai vus dernièrement en ce mois de février 2025. Il y a pas mal de choses à vous parler, que ce soit, oui, du cinéma, mais aussi des séries Netflix et Disney+. Bref, on va y aller sans plus tarder avec le premier film, Les Tuches 5. Je la connais, ma Nevada. Je le compare dans le slip. Bah non, y a pas, ça passe pas. Mais si ça passe. Ah là là, je commence si bien cette multicritique en parlant des tuches. Vraiment du rêve finalement pour cette vidéo. Mais oui, God Save the Tuche, c'est le 5e opus de la saga des tuches. Oui, on appelle ça une saga maintenant. Après un premier opus sorti en 2011, puis un deuxième en Amérique, un troisième à l'Elysée, un quatrième en 2021 où notre chère famille des tuches fête Noël. Cette fois-ci, nos personnages partent en Angleterre. Oui, en Angleterre. Et finalement, je vais vous le dire directement, j'ai pas passé un mauvais moment devant ce 5e opus. Personnellement, j'ai pas vu le 4e, mais j'ai vu donc les 3 premiers, qui étaient, oui, honnêtement, des bons films de comédie française. Je dirais même honnêtement que le premier opus est, pour moi, un plaisir coupable, un peu classique en fait dans ma culture de comédie, vous voyez. Voilà, parce que j'aime beaucoup, parce que finalement la famille reste plutôt attachante, parce que c'est un humour un peu débile, un peu bof, mais ça me fait plutôt rire quand même. Il y a quand même voilà, des phrases assez cultes, que ce soit la vanne des cartes bleues dans le 2e opus, ou encore oui, la vanne du t'es comme tuche, comme t'es là, comme t'es pas là. Oui, clairement, on a des vannes qui restent en tête et qui, j'avoue, font clairement partie de mes expressions que j'utilise maintenant, surtout depuis la sortie de ce 5e opus. En termes de communication, vous avez peut-être vu en effet pas mal de choses, quand même, entre Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, qui ont été donc sur le journal de 20h sur TF1, également une com entre Paddington et Les Tuches, qui étaient un peu les gros films de ce début de mois de février, surtout d'ailleurs sortis le même jour. Voilà, ils ont voulu faire une com Barbenheimer entre Les Tuches et Paddington, ça a évidemment beaucoup à marcher, n'est-ce pas? La voix de Jeff qui est également en voix off sur des pubs de TF1, par exemple. Le film donc se déroule en Angleterre, et évidemment, qui dit Angleterre dans un film français, c'est les clichés, clairement, de l'Angleterre. On passe de Paddington à Harry Potter, beaucoup d'Harry Potter d'ailleurs, ou encore voilà, à des vannes un petit peu sur la culture anglaise. Effectivement, ça fait marrer, mais il y en a beaucoup. Le scénario ne va pas casser 3 pattes à un canard, mais effectivement, je vais défendre quand même un petit peu ce film. Il était très très dispensable. On va dire effectivement aussi que les tuches ne sont plus ce que c'était, et là ils vont faire peut-être un tuche 6, un tuche 7, on sait pas, et finalement il faut quand même réussir à s'arrêter au bout d'un moment, parce que on est quand même actuellement en train de tirer sur la corde. Clairement, ce film est dispensable. Est-ce que par contre je vais le critiquer et est-ce que j'ai passé un mauvais moment? Bah franchement, pas non plus. Voilà, j'ai beaucoup rigolé pendant le film. Il y a des personnages assez insupportables. Je trouve par exemple que le développement du personnage de Wilfried depuis le premier opus, il est un peu catastrophique. J'ai envie de vous dire que là, je ne peux plus me le voir. Certes, en soi, il est donc Pierre Lotin, l'acteur, a été nommé au César pour son film Enfant phare, où là, c'était apparemment, j'ai pas vu le film, mais un rôle un peu plus touchant, un peu plus calme aussi. Là, oui, clairement, les vannes sont lourdes avec lui, et c'est clairement les blagues où bah, tu rigoles pas, hein, clairement. Et les blagues avec Mamie Suze, je trouve que franchement, on a commencé actuellement aussi à tirer sur la corde avec ce personnage. Ça faisait rire avant, certes. Le personnage de Jeff Tuche, pareil, il est un peu plus débile par rapport au dernier opus. T'as l'impression qu'on va forcer un petit peu sur les blagues. La blague avec la clé à retrouver, la fausse clé à retrouver dans l'herbe, ça va 5 minutes, mais le répéter, c'est un peu chiant aussi. Enfin voilà, clairement, le film, encore une fois, est dispensable, et vous passerez peut-être un bon moment. Moi, personnellement, ça a été le cas, même si je m'en souviendrai pas, et c'est peut-être, en effet, l'un des pires films des tuches, en tout cas, que j'ai vu. Dear You. Je sais pas comment j'ai fait pour tout faire foirer. Dear You, c'est la série française de Prime Video sortie en ce début de mois de février. Alors pourquoi j'ai regardé, vous allez me demander, par rapport au casting, par rapport aux acteurs, parce qu'il y avait certains noms que je connaissais, notamment Terence Tell, notamment Artemisia, peut-être que vous connaissez, mais Artemisia, donc, qui est dans 2 épisodes, voilà, et également donc Popsy, donc, qui est une TikTokeuse, qui est devenue donc actrice, que je ne connaissais pas forcément, voilà, je l'ai croisée sûrement dans mes pour toi, mais voilà, je m'étais dit pourquoi pas regarder honnêtement. Il y a 15 épisodes, et oui, 15, voilà, vous verrez, on va en parler de ça.
15 épisodes d'environ 18-20 minutes, donc voilà, ça va. C'était, oui, assez sympa. Bon, c'est une série un peu romantique, oui, un peu cliché, oui, un peu stéréotypé, du coup, oui. On est sur une série française comme on peut le voir l'après-midi dans les feuilletons de quotidien. Par exemple, en effet, mais je critique pas parce que je regarde aussi. Donc voilà, j'ai pas été perdu, finalement, j'ai pas été dépaysé par rapport à ça. Le jeu d'acteur est plutôt bon, mais sans être exceptionnel non plus. Voilà, je trouve quand même qu'il s'améliore au fur et à mesure des épisodes. Mais je sais pas pourquoi, les producteurs ont mis une drogue dans cette série, mais t'avais quand même un côté un peu addictif. Voilà, t'as ce côté gossip qui va venir. Dire qu'en plus, la série de base, si vous ne connaissez pas, c'est en effet donc le personnage principal, Alma, donc qui se retrouve à être à s'occuper en fait des clients dans un hôtel de luxe. Et ces clients sont généralement des influenceurs ou des personnalités finalement, et qui peuvent clairement tout faire pour détruire la notoriété de l'hôtel si ça va pas dans leur sens, n'est-ce pas? Et en fait voilà, donc t'as un côté gossip quand même, pas mal, et aussi surtout donc l'un des clients va créer une application de rencontre qui s'appelle Diriou, et en fait le but c'est tout simplement de matcher avec quelqu'un et de lui parler, mais sans voir sa photo, sans connaître son nom, sans connaître son âge, les messages et les conversations qui vont te rendre ou non in love de la personne. Et Alma va se retrouver dans un triangle amoureux pendant 15 épisodes. Oui. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, Alma va dire waouh, épisode 1, waouh, j'aime ce mec. Épisode 3, waouh, mais en fait, non, je préfère ce mec. Épisode 6, non, en fait, je préfère le premier mec. Il y a des montagnes russes, en fait, au niveau des prises de décision de l'héroïne, et qui fait, en fait, quand même une héroïne pas super naturelle, pas super réaliste aussi, avec des prises de décision un peu nulles. Et finalement, oui, tu commences la série, t'apprécies plutôt bien l'héroïne, et finalement, avec les décisions qu'elle prend au fur et à mesure des épisodes, tu ne peux plus te la voir. Enfin, je suis désolé, à la fin de la série, je t'en dis, meuf, décide-toi, il y en a marre. Jusqu'au dernier épisode, t'es en mode, mais qui tu vas-tu choisir? Spoiler, on ne le sait toujours pas. Et en fait, ça va rendre la chose, en général, un peu répétitif. Ça veut dire que ils ont voulu rallonger ça, faire 15 épisodes, certes de 20 minutes, mais quand dans les 15 épisodes, t'as un peu la même chose, on aurait pu raccourcir ça et faire en fait clairement 10 épisodes. Voilà, ça aurait pu être 10 épisodes un peu plus longs au niveau de la durée, peut-être, mais en faire que 10 et pas avoir 15 où tu rallonges pour finalement pas grand-chose parce que c'est toujours la même chose et parce que c'est prévisible. Par contre, effectivement, c'est addictif et tu te prends quand même au jeu de la série, on va se l'avouer. Est-ce que ça va être mémorable? Pas forcément. Est-ce que ça reste une bonne série? Oui. J'ai hâte quand même d'avoir une saison 2 parce que le cliffhanger de fin, encore une fois, tu te prends au jeu et tu veux savoir comment ça va se passer. Bref. Parlons Marvel avec Captain America Brave New World. Et oui, je vous parle du nouveau film Marvel dans une multicritique, c'était assez étonnant de ma part, parce que j'ai vu le film il n'y a pas si longtemps de ça, et honnêtement, j'avais pas le temps, on va dire, de faire une vidéo complète à ce sujet, et surtout, j'aurais pas eu non plus énormément d'arguments à vous dire. Parce que, on va pas tourner autour du pot, c'est Captain America Brave New World, 4e opus donc des films Captain America, cette fois-ci non pas avec Chris Evans, donc Steve Rogers, mais avec Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson. Ça fait du bien quand même, déjà, pour le positif, ça fait du bien effectivement d'avoir un film terre-à-terre, espionnage politique, ça fait longtemps. Outre les pouvoirs magiques, l'espace, le surnaturel et le multivers, mon dieu, on n'en peut plus de ce multivers, bah ça fait du bien, oui, de revenir à un truc vraiment, encore une fois, terre à terre, politique, avec donc Ross, le président Ross, qui est cette fois-ci interprété par Harrison Ford, suite au décès donc du dernier acteur. Et j'ai kiffé quand même cette partie-là du film, et en vrai j'ai pas passé un mauvais moment non plus, voilà, je trouve que pour rajouter à ce côté thriller, t'as un peu un côté réalisation qui va être assez différent. D'ailleurs, on commence le film, on n'a pas le générique Marvel comme on a l'habitude. Le personnage de Sam Wilson est honnêtement très bien, voilà. Je trouve que c'est un bon successeur, un digne successeur par rapport à donc Steve Rogers. Je l'avais plutôt bien apprécié déjà dans la série Falcon and the Winter Soldier, et ça fait plaisir de le retrouver, il est assez badass. Effectivement, bon, l'évolution du personnage est pas non plus folle parce que on en est encore au point où il doute finalement d'avoir le bouclier, il sait pas si c'est une bonne idée, il sait pas si il mérite d'être le successeur de Steve Rogers. Mec, on a déjà eu toute une série là-dessus, au bout d'un moment c'est bon, tu mérites, vas-y on passe à autre chose. Mais enfin voilà. Pareil, je trouve que au niveau des antagonistes, c'est
en dents de scie. C'est-à-dire qu'on a quand même 3 antagonistes différents, on va dire. Serpent Society, la société des serpents, était pas forcément nécessaire, et pas forcément nécessaire à lier avec les 2 autres méchants, qui sont, spoiler, pas du tout, le leader, voilà, donc le leader qu'on a vu dans le film Hulk de 2006, je crois, 2003, 2006, bref, le vieux film Hulk, qui finalement, du coup, on a tous dit effectivement que le film Incroyable Hulk, on le sortait de notre tête du MCU, voilà, c'était à part, et finalement, en rajoutant 2-3 personnages de ce film dans un film de 2025, ça prouve finalement que oui, l'Incroyable Hulk rentre quand même dans le MCU, voilà, c'est comme ça, bon, moi j'aurais pas mis personnellement, surtout qu'en plus, c'est même pas Mark Ruffalo qui fait le rôle de Hulk dans ce film-là, mais passons. Le personnage de Red Hulk, voilà, ils ont fait toute leur communication dessus, alors je me permets de le dire, c'est pas du tout un spoil, dans les affiches, etc., on voit Red Hulk. Malheureusement, Red Hulk apparaît seulement dans les 10 minutes de fin, et il est vu dans le film comme un plot twist, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé être au courant, alors que, encore une fois, on joue la com dessus. Comme j'ai pu lire dans des articles et surtout dans un live de Matteo, voilà, effectivement, ils ont dit clairement comment on aurait pu vendre le film et vendre la com du film si on montrait pas Red Hulk. Et clairement, effectivement, on n'aurait pas réussi à faire vendre le film, qui déjà, encore maintenant, flop quand même pas mal. Donc oui, c'est un bon film, malheureusement, mon problème, ça va rester le même pour pas mal de films Marvel récemment, c'est que l'ampleur du MCU est pas non plus dingue. Il faut pas oublier quand même que c'est une chronologie, que c'est une saga, et que normalement, tous les films sont un peu censés se rejoindre, avec bon, des scènes post-génériques entre autres, et voilà, même des références dans le film. On est censé finalement, avec chaque film que tu vas voir en salle de cinéma, faire avancer la saga finalement. Là, c'est le multivers saga, encore une fois, oui, on parle pas de multivers, ça fait du bien, mais à part ça, on n'avance pas non plus grandement dans les évolutions des personnages, surtout, on avance, à part la scène post-générique, un peu nul, honnêtement, et un peu prévisible, on n'avance pas non plus dans ce qui est censé être Avengers Doomsday l'année prochaine. Non. Un film assez indépendant du reste du MCU pour le moment. On a quand même des références, des références à Civil War, une référence aux Éternels, mais les références n'ont pas forcément d'impact pour l'évolution des personnages et leur développement. Voilà, en tout cas, je passe un bon moment. Oui, c'est un film Marvel sympathique, je comprends pas trop les critiques trop négatives à son sujet, mais oui, malheureusement, ça va manquer d'ampleur. Les effets spéciaux sont aussi à des moments pas forcément super jolis. Mais voilà, c'est bien, c'est terre à terre, c'est politique, ça fait du bien, ça change, on revient aux sources. Et juste pour ça, je peux quand même, oui, donner un mérite à ceux Captain America Brave New World. Cassandra. Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, Sonnenschein. Ouais, Cassandra. Cassandra, c'est la série Netflix allemande de ce mois de février, une série qui a quand même fait pas mal parler d'elle. Le synopsis de base, c'est une famille qui va déménager dans une maison tout à fait classique à l'origine, et finalement un enfant, enfin en tout cas le garçon de la famille, va trouver dans le grenier quelque chose, un robot. Et oui, le robot de Cassandra, il va décider de la réparer, et ce robot va les aider dans leurs tâches ménagères, dans leurs devoirs, etc., s'occuper de la maison, tondre la pelouse. Et finalement, on va se rendre compte que le robot va complètement dérailler au fur et à mesure des jours et des épisodes. Là, pour le coup, j'ai vraiment adoré. Alors, à l'origine, oui, quand on voit le synopsis, on est sur quelque chose d'assez banal. Et j'ai cru, clairement, qu'on était sur du Black Mirror. Oui, du L'IA du mal, un film sur l'intelligence artificielle sorti en août, si je dis pas de bêtises. Voilà, effectivement, on est dans une ère de l'IA, une ère de la technologie, de l'innovation. Et je m'étais clairement dit que la série elle est un peu répétitive et un peu prévisible, cliché. La série a réussi à innover aussi, je trouve, de par les flashbacks, voilà, de Cassandra. Alors, en gros, je vais pas trop vous en dire, mais on a aussi 2 temporalités. Une temporalité au présent avec la famille et donc Cassandra en robot, et donc des flashbacks de la création finalement de ce robot. Et on va vite se rendre compte, nous en tant que spectateurs, que le meilleur développement de cette série, c'est clairement Cassandra, et que la famille, honnêtement, ils sont juste là pour le spectacle, et c'est un peu osef, voilà, surtout le père de famille, qui est juste détestable. Que ce soit le père de famille, mais aussi le mari de Cassandra, les deux, je suis désolé, les hommes dans cette série, vraiment, bon mon dieu. Bref, j'ai vu la série en 24 heures, voilà, c'est rare que je fais ça, j'avoue, parce que j'ai envie de profiter, mais chaque épisode se termine sur un cliffhanger, tu veux savoir la suite.
On a aussi voilà ce côté vintage un petit peu années 70, voilà, dans les décors de la maison, etc. Et dans le design aussi du robot. J'ai beaucoup aimé, je trouve que oui, c'est pas non plus super original et super innovant. Par contre, oui, on a quand même les flashbacks qui ont le mérite d'être là et qui permettent en fait de s'attacher à Cassandra, chose que honnêtement, quand tu la vois dérailler dans le présent, tu te dis, elle est complètement cinglée celle-là. Et finalement, quand tu vois les flashbacks, on a compassion pour Cassandra. Et juste pour ça, moi je vous invite à le regarder parce que c'est addictif, c'est drôle quand même, c'est bien, c'est bien amené. Cassandra sur Netflix, je vous le conseille. Et d'ailleurs, pour tous ces projets, je vous en parle sur TikTok, mais aussi en short YouTube. Voilà, j'ai une version un peu plus concise de ma critique. Si ça vous intéresse d'aller voir, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Enfin, on termine avec mon coup de cœur de cette multicritique, et ce n'est autre que votre fidèle serviteur Spider-Man. Si les criminels s'en prennent à vous, vous savez qui appeler? Votre fidèle serviteur Spider-Man. C'est moi ton voisin préféré. On sait pas dire ça, je vous avoue, c'est un peu la petite surprise de ce début d'année parce que quand, oui, ça a été annoncé et surtout quand le premier trailer a été dévoilé, on dirait les premières images, oui, on se dit encore une série Spider-Man. Au bout d'un moment, on a eu 3 Spider-Man, les jeux d'Insomniac Games, etc. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Quand tu vois les premières images, tu vois une animation pas terrible du tout, même assez moche. Et je vais être honnête, en ayant vu la série, je pense que je vois la même chose. Voilà, je trouve que l'animation est un peu en dents de scie et il va pas servir à commercialiser la série. Je pense que beaucoup de personnes ont vu l'épisode 1 et se sont arrêtées parce que l'animation était moche, et je suis d'accord, c'est assez moche. Par contre, même si dans la forme c'est pas beau, dans le fond c'est vraiment bien. Et c'est encore une fois vraiment addictif parce que on a un scénario juste trop bien au fur et à mesure des épisodes. Ça monte en fait en level, je trouve. On a, oui, le lore de Spider-Man qui est clairement développé à son maximum. Les méchants de l'univers de Spider-Man, ils sont là. D'ailleurs, ils sont bien amenés. Le lore de Spider-Man est vraiment bien développé jusqu'au bout. Tous les personnages sont finalement liés d'une manière ou d'une autre à l'univers des comics ou même du MCU. Il y a pas mal de références aussi au MCU, des petits personnages qui débarquent, je vous dis pas plus. Voilà, vraiment, il y a pas mal de choses. C'est vraiment bien, les personnages sont attachants et le développement de Peter Parker est de mieux en mieux au fur et à mesure des épisodes. Les 3 derniers épisodes sont juste bangers et en fait, jusqu'au bout, en fait, tu te dis, voilà, là, ils peuvent pas aller plus loin par rapport à ce qu'ils font, et en fait, on continue, voilà. Le dernier épisode, il m'a brain quelque chose de bien. Il y a une saison 2 et une saison 3 de prévues. La saison 2 arrivera en 2026. On a déjà l'officialisation de Gwen Stacy qui sera, oui, dans cette saison 2. Alors, rien à voir avec la fin de la saison 1. Hein, voilà, là, par contre, c'est vraiment... Il n'y a aucun teasing par rapport à ça. Et pourtant, ça a été annoncé sur les réseaux. Donc voilà, je vous le dis. Par contre, le dernier épisode de cette saison 1, on a quand même pas mal de teasing par-ci par-là. Chaque personnage, en fait, va continuer son intrigue dans la saison 2. Et on te met quand même 4, 5, 6 petits cliffhangers voilà, par rapport à chaque personnage. Où tu te dis, waouh, t'as envie de voir la suite. Voilà, par exemple, le personnage de Nico Minoru. Oui, moi je veux voir quand même son potentiel et ce qui va arriver par rapport à ce personnage. Un personnage, encore une fois, Norman Osborn, Harry Osborn, tout l'univers finalement des personnages de Spider-Man, tous les méchants, etc. Oui, il y a des caméos plutôt pas mal de personnages qu'on connaît plutôt bien de l'univers du MCU, j'en dis pas plus. C'est pas canon à l'univers du MCU, ça reste à part, même si la fin de la saison 1 te laisse quand même... tu sais pas si ça reste, oui, dans l'idée du multivers et toujours dans l'idée du multivers ou pas, et il faudra attendre la saison 2 en 2026 pour en savoir plus. Mais oui, c'est la surprise parce que les personnages sont attachants, parce que c'est addictif. Je trouve que même avec une animation assez moche quand même, et ben moi personnellement j'ai réussi à faire outre. Plan pardon plutôt joli, quand même au fur et à mesure qu'on avance, plus c'est joli. J'ai réussi à faire outre et à aimer quand même la série grâce à ses personnages et à ses musiques et à son développement et grâce au scénario en général. Donc voilà, ça prouve que finalement l'animation ne fait pas tout dans une série d'animation. Encore une fois, je pense que c'est des personnes qui ont vu l'épisode 1 et se sont dit moi j'arrête, c'est moche, c'est nul. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur les œuvres en question. On se retrouve là très très bientôt, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et la prochaine vidéo, allez, je vais vous dire les 2 prochaines. On va parler de Daredevil Born Again, l'épisode 1 et 2, dès la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on va parler de Mickey 17, qui sort mercredi au cinéma. Voilà, et après on parlera d'Elena, de la Star Academy. Et ensuite, il y aura une nouvelle multicritique. Parce que le mois de mars, il y a aussi pas mal de choses à parler. Bref, ça va être trop bien. Merci à tous, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, salut. Peace.